Avez-vous déjà ressenti, au beau milieu d'une décision capitale, que quelque chose d'invisible décidait à votre place? Comme si une main, dissimulée dans les replis de votre propre esprit, vous poussait à répéter un geste, à prononcer une phrase, à tomber amoureux de la mauvaise personne. Peut-être vous êtes-vous surpris un jour à dire « Je ne me reconnais pas » ou pire « Je savais que ça allait finir comme ça, et pourtant je l'ai fait ». Cette sensation furtive, vous l'avez chassée, vous l'avez rangée dans le tiroir des coïncidences ou des faiblesses passagères. Pourtant, elle contenait une vérité bien plus dérangeante. Elle murmurait que vous n'êtes pas seul aux commandes, qu'à l'intérieur de vous, d'autres que vous mènent la danse. Et si c'était vrai, et si, derrière chacun de vos choix amoureux, chacune de vos colères soudaines, chaque rêve de grandeur ou de destruction, se cachait une présence ancienne, un motif vivant qui ne demande qu'à s'incarner. Dans les prochaines minutes, nous allons traverser ensemble la surface de la conscience. Nous allons descendre là où la lumière de la raison ne va jamais. Pas pour un cours, pas pour une théorie abstraite, mais pour regarder en face ce qui nous meut, nous pousse, nous hante depuis la nuit des temps. Vous allez comprendre pourquoi votre vie ressemble parfois à un film que vous n'avez jamais choisi d'écrire, et pourquoi le sentiment d'être libre pourrait bien être l'illusion la mieux gardée de l'esprit humain. À la fin de ce voyage, vous ne vous verrez plus jamais de la même manière. Peut-être même vous demanderez-vous qui, en vous, écoutera ces derniers mots. Tout commence par une question que l'humanité a enfouie sous des tonnes de distractions. Qu'est-ce qui, vraiment, pense à l'intérieur de moi ? Regardez les grands récits qui ont traversé les siècles. Partout, sur tous les continents, des mythes étrangement similaires. Le héros qui affronte le dragon, la mère dévorante, le vieux sage, le traître, l'amant maudit. On a longtemps cru qu'il s'agissait de simples histoires, de métaphores poétiques pour endormir les enfants ou effrayer les adultes. Mais au début du XXe siècle, un homme a posé un regard radicalement différent sur ces figures. Il s'appelait Carl Gustav Jung, et il a passé sa vie à explorer les souterrains de la psyché. Ce qu'il y a découvert est si vertigineux que notre culture préfère encore aujourd'hui l'ignorer. Sous notre conscience personnelle, disait-il, il existe une couche bien plus profonde, une sorte d'océan psychique partagé par toute l'humanité. Il l'a appelé l'inconscient collectif. Et dans cet océan nagent des formes de vie autonomes, des structures organisatrices de la pensée et de l'émotion, les archétypes. Ne vous méprenez pas, il ne s'agit pas de symboles inoffensifs, de cartes de tarot ou de catégories pour analystes en mal de concept. Jung lui-même a fini par en parler comme de réalité psychique active, véritable organe de l'âme. Des entités qui ne se contentent pas d'habiter les mythes, mais qui cherchent à se manifester dans la chair, dans les battements de votre cœur, dans vos insomnies, dans les élans qui vous jettent vers un métier ou une personne. Un archétype n'est pas une idée que vous avez, c'est une force qui vous a, et comme toute force, elle ne demande pas votre permission. Elle vous traverse, vous sculpte, vous utilise. Elle parle à travers vos passions, mais aussi à travers vos symptômes. Elle se glisse dans vos gestes, dans vos regards, dans cette étrange impression que vous avez déjà vécu une scène pourtant inédite. Observez un nourrisson. Il ne sait rien du monde, et pourtant il cherche un visage. Il s'accroche à une présence maternelle. Il sursaute face à un bruit fort. D'où viennent ces peurs et ces attirances si aucune expérience ne les a encore inscrites en lui? Elles viennent de là, de ce réservoir d'images primordiales qui précède notre naissance. L'archétype de la mère n'est pas seulement votre mère biologique, c'est un modèle d'amour, de protection, mais aussi de dévoration affective,
qui préexiste dans l'inconscient et qui va chercher à se fixer sur la première personne qui en endosse le rôle. Idem pour le père, figure de l'autorité, de la loi, du regard qui juge ou qui bénit. Ces structures sont là, silencieuses, en attente. Votre vie entière va devenir le théâtre où elles prendront corps. Vous croyez choisir vos révoltes, vos admirations, vos dépressions ? Peut-être ne faites-vous que prêter votre énergie à des rôles écrits avant les pyramides. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi, lorsque vous tombez follement amoureux, ce n'est pas vraiment l'autre que vous voyez ? Pendant les premières semaines, l'être aimé vous paraît parfait, lumineux, comme nimbé d'une aura quasi divine. Et puis, un matin, le voile se déchire. Vous découvrez une personne ordinaire, avec ses défauts, ses mesquineries. Que s'est-il passé ? Les archétypes viennent de vous retirer leur projecteur. L'anima, la figure féminine intérieure chez l'homme, ou l'animus, la figure masculine intérieure chez la femme, a soudainement projeté son image idéale sur ce visage de passage. Vous n'aimiez pas Marie ou Paul, vous aimiez une image éternelle qui cherchait désespérément à s'incarner et qui s'est servie du premier support venu. Quand la projection se retire, il ne reste qu'un être humain, et vous accusez l'autre de ne plus être le même, mais c'est vous qui étiez habité. Vous étiez le jouet d'une passion archétypique aussi vieille que le monde qui poursuit son but, nous pousser à l'union, à la création, à la fusion, parfois à la destruction. Et si l'amour n'est que l'exemple le plus visible, tout le reste de notre existence est tissé de ces fils invisibles. Pourquoi certaines personnes passent-elles leur vie à se sacrifier pour les autres, jusqu'à s'en rendre malades ? Pourquoi d'autres ne peuvent-elles s'empêcher de manipuler, de séduire, puis d'abandonner ? Pourquoi ressentez-vous, depuis l'enfance, l'appel impérieux de vous battre contre des injustices ou au contraire de fuir tout conflit ? Ce ne sont pas de simples traits de caractère, ce sont des fragments d'un mythe qui se joue à travers vous. L'archétype du sauveur, par exemple, ne lâche jamais sa proie. Il murmure « sans toi, ils vont périr ». Il déforme la réalité pour que chaque relation devienne un sauvetage, chaque collègue un noyé à secourir. Vous croyez être généreux, vous êtes peut-être possédé. L'archétype du héros, lui, vous lance des défis permanents. Il vous faut vaincre des monstres, quitte à les inventer si la vie est trop calme. Regardez ces personnes qui transforment un désaccord professionnel en épopée dramatique, qui voient des adversaires partout, qui ne peuvent concevoir l'existence sans combat. Ce n'est pas leur libre arbitre, c'est une entité psychique qui réclame sa dose d'aventure, de danger, de gloire, et qui dévore leur énergie vitale pour se nourrir. Plus troublant encore, l'ombre. Voilà l'archétype le plus dangereux, car c'est celui qui contient tout ce que vous refusez de reconnaître en vous-même. Votre lâcheté, votre cruauté, votre envie, votre goût pour la domination. Chaque fois que vous êtes submergé par une colère disproportionnée, chaque fois que vous dites exactement la phrase qui va briser l'autre, chaque fois que vous jugez quelqu'un avec une violence qui vous surprend, c'est l'ombre qui passe la tête hors de la cave. L'ombre n'est pas un défaut à corriger, c'est une part de votre être total, que vous avez enfermé parce que votre éducation, votre morale, votre image de vous-même ne peuvent pas l'accepter. Mais plus vous la niez, plus elle grossit derrière votre dos. Et un jour, elle explose dans une trahison que vous commettez, une addiction qui vous ravage, une rage qui détruit une amitié de 20 ans. La société tout entière est traversée par ces ombres collectives. Quand un peuple se met à haïr un autre peuple, avec une unanimité terrifiante, ce n'est pas de la politique. C'est l'ombre d'une nation
qui cherche un bouc émissaire où déverser sa noirceur accumulée. Là encore, les archétypes pilotent l'histoire. Hitler n'était peut-être qu'un pantin à travers lequel l'archétype du tyran, allié au sauveur perverti, a hypnotisé des millions de consciences. La foule qui l'acclamait ne voyait pas un homme. Elle voyait une image primordiale activée au bon moment dans la bonne psyché collective affaiblie. Et maintenant, respirez, laissez cette idée s'installer en vous. Nous ne sommes pas en train de décrire un bestiaire folklorique. Nous décrivons le logiciel caché de votre système nerveux. Toute votre vie, vous avez cru que vous pensiez. Mais une grande partie de ce que vous appelez ma personnalité n'est qu'un assemblage d'archétypes dominants qui se sont emparés de votre énergie psychique dès l'enfance. À l'école, vous jouiez le rôle de l'enfant sage ou du rebelle, non par choix pur, mais parce qu'un archétype correspondant a trouvé là un canal d'expression. Et depuis, vous le rejouez. Combien de décisions capitales avez-vous prises à partir de la peur de décevoir le père intérieur, de la soif d'être reconnu par la mère, du besoin de sauver le parent fragile? Vous n'avez pas écrit votre scénario, vous l'avez récité. Le génie de Jung a été d'oser dire que ces forces, loin d'être des maladies, sont la structure même de l'âme humaine. Il ne s'agit pas de les éradiquer. On ne tue pas un archétype, pas plus qu'on ne décide d'abolir la faim ou le sommeil. Le problème n'est pas leur existence. Le problème, c'est l'inconscience avec laquelle nous les laissons nous gouverner. Un archétype, lorsqu'il n'est pas reconnu, devient une possession. Il vous habite comme un démon, mais lorsqu'il est éclairé par la conscience, il se transforme en allié, en source d'une créativité immense. C'est le point de rupture de notre voyage. Jusqu'à présent, j'ai parlé comme si nous étions des marionnettes, et c'est en grande partie vrai, tant que nous restons endormis. Mais il y a une brèche dans cette prison, une brèche que l'humanité n'a explorée que dans ses traditions de mystère, ses alchimies, ses thérapies profondes. Cette brèche s'appelle la conscience de l'archétype. Le seul fait de nommer la force qui vous traverse, de la reconnaître, modifie radicalement votre relation à elle. Prenez un homme possédé par l'archétype du héros éternel. Sa vie est une suite de batailles, d'ennemis, de conquêtes professionnelles ou amoureuses. Il ne dort jamais en paix, car il lui faut sans cesse un dragon à terrasser. Le jour où il réalise que ce n'est pas lui qui a soif de combat, mais un principe impersonnel qui parle à travers sa bouche, il peut soudain prendre du recul. Il peut dire en lui-même « Tiens, voilà le héros qui veut encore partir en guerre. Est-ce vraiment nécessaire ? Suis-je obligé de le suivre ?» Cette simple question, ce minuscule espace de silence intérieur, c'est la naissance de la liberté. Ce n'est plus l'archétype qui vous chevauche, c'est vous qui établissez un dialogue avec lui. Vous devenez le metteur en scène de votre théâtre intérieur, et non plus l'acteur hypnotisé. C'est ce que Jung appelait l'individuation, le processus par lequel un être humain se dégage progressivement de l'emprise inconsciente des archétypes pour devenir ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire un centre unique, un soi capable de contenir toutes ses forces sans se laisser submerger par aucune. L'individuation ne consiste pas à devenir parfait, ni à éliminer ses défauts. Elle consiste à cesser de croire que vous êtes le rôle que vous jouez. Vous n'êtes pas le sauveur, même si vous aidez les autres. Vous n'êtes pas la victime, même si vous avez souffert. Vous n'êtes pas le sage, même si vous comprenez beaucoup de choses. Vous êtes cet espace mystérieux en arrière-plan, cette conscience témoin qui peut observer le jeu des archétypes sans s'identifier à eux. C'est cela votre véritable identité. Et c'est précisément ce que les traditions spirituelles du monde entier ont décrit sous d'autres mots.
le soi, l'Atman, la présence silencieuse. Alors, comment cela se traduit-il dans votre vie concrète, ici et maintenant ? Regardez votre existence comme si vous feuilletiez le manuscrit d'une pièce de théâtre oubliée. Quels sont les actes qui se répètent ? Y a-t-il un schéma amoureux qui revient, visage différent, même trahison finale ? Peut-être qu'un archétype d'abandonné vous contraint à choisir des partenaires qui, dès le départ, ne sont pas disponibles pour que le scénario se réalise. Peut-être que l'archétype du tyran intérieur vous fait sans cesse vous saboter au moment du succès, car réussir menacerait l'équilibre secret de votre psyché. Lorsque vous vous surprenez à prononcer les mots exacts que votre mère ou votre père prononçait dans votre enfance, avec la même intonation, la même colère, arrêtez-vous un instant. Ce n'est pas vous qui parlez. C'est un enregistrement, une boucle archétypique qui se déroule. La première fois que l'on prend conscience de cela, c'est vertigineux. C'est comme si le sol se dérobait sous les pieds. Mais très vite, un autre sentiment apparaît, celui d'une immense libération potentielle. Car si ces comportements ne viennent pas de votre essence, alors vous pouvez ne plus être obligé de les reproduire. Attention, je ne dis pas que c'est facile. L'archétype va résister. Il ne se laisse pas congédier d'un simple claquement de doigts. Il a vécu en vous des années, parfois des décennies. Il a tissé des liens avec vos émotions les plus profondes. Lorsque vous commencerez à vous dégager de son emprise, il criera à la mort. L'ombre, par exemple, si vous décidez d'arrêter de projeter votre agressivité sur les autres, va d'abord vous envoyer des rêves terrifiants, des montées d'angoisse, une tentation folle de retomber dans les vieux réflexes. C'est le moment où beaucoup abandonnent. Mais si vous tenez bon, si vous apprenez à dialoguer avec cette force plutôt qu'à la combattre, quelque chose d'inattendu se produit. L'ombre, cette part maudite, se révèle être une source d'énergie vitale extraordinaire. Toute la créativité que vous réprimiez par peur du regard des autres, toute l'affirmation de vous-même que vous écrasiez par gentillesse, tout cela vous revient, mais cette fois sous une forme consciente, utilisable, féconde. La bête n'est plus une menace. Elle est devenue une puissance canalisée. De même, l'archétype de l'enfant éternel, qui maintient certains adultes dans une irresponsabilité charmante mais destructrice, peut, une fois reconnu, se transformer en une capacité à s'émerveiller, à innover, à voir le monde avec des yeux neufs, sans pour autant fuir les réalités de la vie. Chaque archétype possède un spectre qui va de la possession inconsciente la plus sombre à l'expression la plus lumineuse lorsqu'il est intégré dans une conscience plus vaste. La clé n'est pas la suppression, mais la relation juste. Vous pourriez vous demander, mais alors, où est ma liberté si je dois constamment négocier avec ces entités intérieures ? C'est exactement là que se trouve le paradoxe libérateur. La liberté n'est pas l'absence d'influence interne, c'est la capacité de les tenir à distance, de choisir en pleine lumière laquelle exprimer au service d'un but plus grand. L'homme libre n'est pas celui qui n'a pas d'archétype, c'est celui qui en a fait des serviteurs et non des maîtres. Le grand secret que les anciennes écoles de mystère enseignaient à leurs initiés, c'est que l'être humain est une hiérarchie de conscience. Votre moi ordinaire n'est qu'une fine pellicule à la surface d'un océan peuplé de dieux, de déesses, de démons et de sages. L'art de vivre, au sens noble, consiste à naviguer sur cet océan sans se laisser avaler par les monstres des profondeurs, tout en sachant utiliser leur puissance pour avancer. Terminons ce voyage là où il a commencé, à l'intérieur de vous, en ce moment même. Vous êtes là, peut-être dans le creux de la nuit ou au milieu du bruit du monde, en train d'entendre ces mots. Mais qui, précisément, les entend ? Est-ce votre moi social, celui qui se soucie de son image,
de sa réussite, de ses peines? Est-ce une autre instance, plus ancienne, plus calme, qui observe sans juger? Ressentez la présence qui écoute. Elle n'a pas d'âge, elle n'a pas de nom. Elle était là bien avant que l'on vous donne un prénom. Cette présence, c'est peut-être la seule chose en vous qui n'a jamais été touchée par les archétypes. Elle est le témoin silencieux du théâtre de votre vie. C'est elle, le véritable soi, que Jung a cherché toute sa vie à approcher. Les archétypes peuvent agiter vos émotions, faire défiler les drames, mais ils ne peuvent pas toucher cette conscience nue. À chaque instant, vous avez le choix de vous identifier au costume et au masque ou de vous retirer dans cette loge intérieure d'où vous voyez tout sans être vu. La seule question qui vaille désormais n'est pas « comment me débarrasser de ces forces ?», mais « qui est celui qui pose la question ?» Si vous croyez être l'auteur de votre vie, demandez-vous honnêtement si vous avez jamais choisi librement vos désirs les plus profonds ou s'ils vous ont été insufflés par des motifs plus grands que vous. Et si, par une grâce étrange, vous parvenez à vous décentrer, à ne plus vous prendre pour le rôle que vous interprétez, alors peut-être commencerez-vous à entrevoir la véritable aventure humaine. Une aventure qui n'est ni la quête du pouvoir, ni la course au bonheur, ni la fuite de la souffrance. Une aventure qui consiste simplement à se réveiller au cœur du rêve. Les archétypes continueront de danser. Les mythes continueront de se raconter à travers les siècles. Mais il y a une place, tout au fond de vous, où le spectacle s'arrête. Une place où aucun rôle ne peut entrer. C'est là que vous êtes réel. C'est de là que vous pouvez enfin commencer à vivre.